je vous laisse avec nos conférenciers, Antoine Carbonel et Salwa Fouet. Voilà. Super, merci Salwa. Je vais prendre le contrôle de la présentation. Donc en théorie, vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, parfait. J'arrive pas à le mettre en mode plein écran pour des raisons que j'ignore. Donc on va rester comme ça avec, avec les diapos. Si jamais il y a un problème de visualisation, juste à me faire signe. Donc bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Très agréable pour Salwa et moi d'être là aujourd'hui afin de vous parler d'un sujet qui soulève les passions, hein. On parle bien sûr d'intelligence artificielle, on parle du rôle d'analyse d'affaires, puis on parle des défis ou des opportunités auxquels on a toutes et tous affaire en 2026, bien sûr, et l'accélération que ça amène aussi par rapport à la transformation de notre rôle. Aujourd'hui, c'est un sujet à la mode. Euh, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est présent dans les discussions depuis pas mal de temps déjà. Mais ce qui marque un petit peu l'imaginaire, c'est la concrétisation finalement des transformations que l'intelligence artificielle amène et l'impact réel ou pressenti qu'on peut avoir au niveau des métiers comme celui de l'analyste d'affaires. Donc, c'est sûr qu'on parle d'adoption massive de l'intelligence artificielle. Cette adoption-là, elle est à géométrie variable, donc ça va dépendre bien sûr des contextes dans lesquels ça va s'utiliser. Mais ce qu'on voit aussi très rapidement, c'est le fait que cette intelligence artificielle-là évolue très rapidement et a des impacts par rapport à cette évolution qui doit être compris. Donc, ces impacts doivent être compris afin de les anticiper, afin de les maîtriser et aussi de se donner un petit peu plus de visibilité sur les bénéfices qu'on peut en retirer en tant qu'analyste d'affaires. Il y a aussi un volet important du côté des entreprises en tant que telles, c'est la recherche de bénéfices au travers de l'automatisation. Donc, l'automatisation n'est pas quelque chose en soi qui est nouveau, ni le volet d'automatisation des décisions, mais il y a un volet plus profond avec l'intelligence artificielle qui amène les entreprises à rechercher des bénéfices un petit peu plus importants par rapport à cette prise de décision-là. Et ça passe directement par nous autres, les analyses d'affaires, au travers desquelles on s'inscrit dans cette transformation. Donc là, le message principal, que l'IA ne remplace pas l'analyste, mais elle redéfinit son rôle, c'est au travers de cette conférence, on va venir vous exposer un peu notre vision chez GFT par rapport à cette transformation-là. GFT s'inscrit dans cette vision du futur au travers des différentes interventions qu'on a à faire chez nos différents clients, parce que c'est un sujet aussi qui est très important dans les discussions qu'on a à l'heure actuelle. Et on a pris la décision d'être présent dans le marché, de se positionner comme un acteur clé de cette transformation-là. Et on le regarde sur l'ensemble des rôles. Aujourd'hui, on parle de l'analyse d'affaires, mais on sait très bien que cette intelligence va avoir justement va présenter des défis et des opportunités pour d'autres rôles. Ça fait partie des éléments qui sont inscrits dans notre ADN afin de supporter nos clients dans des transformations d'envergure. L'analyse d'affaires aujourd'hui, son rôle n'est pas là pour disparaître, parce qu'il y a bien sûr un élément de valeur ajoutée en lien avec l'histoire même du rôle d'analyse d'affaires. Donc le rôle d'analyse d'affaires a été créé pour combler un besoin qui était très présent dans nos projets et dans nos transformations numériques. Euh, de ce qu'on peut voir en date d'aujourd'hui, il reste bien sûr, et on le promeut comme un acteur central dans cette transformation, un petit peu plus dans le volet d'orchestration, puis je laisserai Salwa tantôt vous en parler un petit peu plus en détail.
Ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous, on va dissocier un petit peu de quoi on parle. Donc, on parle d'intelligence artificielle avec nos agents, on parle d'intelligence artificielle générative, comprendre la différence, comprendre quels sont les liens entre ces différents types d'intelligence artificielle. Ça amène aussi à les utiliser de manière plus efficiente. On va aussi regarder un petit peu dans la transformation du rôle de l'analyse d'affaires dans ce nouvel écosystème, comment bien se positionner. Ça reste une vision. Après, on pourra voir dans le futur comment ça va s'orchestrer. Par contre, ça met en lumière aussi des questionnements par rapport aux nouvelles compétences que les analystes doivent aller chercher dans le futur. Puis ça, c'est des intrants qui nous proviennent directement du marché, donc c'est pas juste une vision théorique, c'est concrètement ce que les clients nous demandent. Et pour finir, on regardera un petit peu comment collectivement ou individuellement on peut naviguer entre les défis et les opportunités, parce que il y a des défis, mais il y a aussi des belles opportunités qui s'offrent à nous pour venir réinventer notre métier avec encore plus de pertinence. Salwa, je te passe le micro. Merci Antoine. Bonjour à tous. Ok, prenons le vif du sujet, posons les bases. Qu'est-ce qui différencie vraiment l'IA d'hier de l'agentique IA d'aujourd'hui? Euh, Imaginez 3 générations d'IA, donc 3 étapes. Première génération, on avait l'IA classique. On parle de 20% d'autonomie, c'est réactif. Elle a des règles fixes, pardon. Vous appuyez sur un bouton, ça fait ce qu'on lui dit. On est des opérateurs. Puis vient après la deuxième génération qui est l'IA générative. On parle de 70% d'autonomie. Elle crée, elle propose, elle assiste. On est des copilotes, donc on collabore avec ce type d'IA. Et finalement, on parle d'IA agentique, qui est à peu près 95% quand même d'autonomie. C'est une IA qui raisonne, elle planifie, elle agit, elle orchestre. On est des superviseurs stratégiques. Et c'est là où on voit vraiment l'évolution. L'humain passe d'opérateur à copilote pour arriver à superviseur. Et c'est cette dernière étape qui nous concerne aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que l'IA agentique concrètement? C'est une IA capable de raisonner, de décider, d'agir de manière autonome sans qu'on lui tienne la main en permanence. En gros, elle transforme l'IA d'un outil réactif à un agent proactif qui atteint des objectifs complexes. Il faut imaginer au fait que cette IA a 3 composantes clés parmi d'autres, mais 3 composantes indispensables. Elle a un module de planification qui va décomposer un objectif complexe en petites tâches. Puis vient le composant mémoire. C'est une IA au fait qui va se souvenir de ce qu'elle a fait. Elle apprend de ses erreurs et elle réutilise ses connaissances. Et finalement, on a une grande capacité d'utilisation d'outillage avec ce type d'IA parce qu'elle va interagir avec des systèmes externes comme des API, les bases de données et elle interagit avec le monde réel. On a quel slide là? Tu peux passer à la slide, enfin, on est déjà à la slide 6. Antoine. Oui, voilà. Donc, on en était là. Et les chiffres, en gros, le confirment parce que on a 62% quand même d'entreprises qui ont déjà expérimenté ce type d'IA, 23% qui ont déjà scalé et il a été dit qu'au début des années 2025, que à peu près 96% de ces entreprises-là prévoyaient d'accélérer le passage à l'agentique IA. Prochaine slide. OK. Essayons de comprendre au fait comment marche l'agentique AI. Imaginez un agent IA qui reçoit une mission. Ben, il va faire cette mission-là en suivant 4 étapes. Première étape, détection d'objectifs.
l'utilisateur va demander quelque chose ou un événement système va se déclencher et l'agent va capter cette information, il va capter au fait cette demande ou cet événement. Puis vient l'étape de planification. L'agent va la décomposer en tâches. Il va décomposer cette demande en tâches en se posant les bonnes questions. Quoi faire en premier, quoi faire après, quelles sont les dépendances, etc. Puis vient l'exécution autonome. L'agent va agir, il va appeler les API, il va modifier les données, il va interagir avec d'autres systèmes et tout ça, il va le faire tout seul, sans aide de l'humain. Et la dernière étape, c'est le feedback. L'agent va observer le résultat. Il va se poser les bonnes questions. Si ça a marché, il va optimiser. Si ça a échoué, il va s'adapter. Et tout ça, ça va tourner en boucle. Concrètement, l'IA agentique va apprendre de chaque interaction pour devenir plus performante. Et c'est ça, au fait, la différence avec les autres types d'IA, puisque, au fait, elle s'auto-entraîne en performance. Prochaine slide. OK. On va essayer de voir les différences en face. On a un tableau qui nous donne les différences entre IA traditionnelle et IA agentique. Et le plus frappant, en fait, dans ce tableau-là, c'est la réactivité versus proactivité. Statistiquement, on est quand même à 90% de réactivité contre 10% de proactivité pour l'IA traditionnelle. Donc, c'est une IA finalement qui attend qu'on lui dise quoi faire versus une IA agentique qui est quand même à 90% de proactivité. Donc, c'est une IA qui anticipe, elle va initier, elle va agir sans attendre un déclencheur pour le faire. Et c'est un renversement complet de paradigme qui fait que l'IA agentique est l'IA à utiliser aujourd'hui. Prochaine slide. Donc, essayons de voir en gros qu'est-ce que ça change pour une entreprise. Finalement, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer les opportunités d'abord parce qu'on va gagner un time to value accéléré. Ça va nous aider au niveau des coûts opérationnels, des innovations accélérées, mais il y a aussi beaucoup de défis. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de rôles hybrides qui vont émerger entre le métier et la technique. Il y a un besoin accru de gouvernance et il faut avoir une transparence obligatoire parce que les régulateurs, ils veulent finalement savoir pourquoi l'IA a décidé ça, a donné une décision et pourquoi elle a été adoptée. Ce sont finalement en fait des transformations structurelles pour une entreprise parce qu'on passe de systèmes isolés à des architectures multi-agents, de décisions réactives humaines à des décisions semi-automatiques ou full automatiques et supervisées. On avait avant des contrôles simples et de la traçabilité normale et puis on passe à de la supervision et audit renforcé. Donc, du coup, c'est vraiment une transition très profonde pour une organisation. Si je peux me permettre, Salwa, cette transition-là, il faut vraiment l'appréhender comme une transition majeure pour la plupart des organisations parce que toutes les infrastructures ne sont pas basées pour supporter ces éléments-là. Donc, quand on se positionne dans le rôle de l'analyste d'affaires, puis qu'on étudie le contexte dans lequel notre client, je veux dire, travaille en date d'aujourd'hui, il faut se positionner une étape d'après. Comment on atteste le changement, mais comment on amène aussi les gens à percevoir qu'il y a une transformation à effectuer, puis que cette transformation elle va toucher de multiples axes. Ça, on pense que l'analyse d'affaires a une part de responsabilité sous forme d'une opportunité, d'amener aussi les gens à comprendre l'évolution dans ce contexte-là. Très bien. Et dans tout ça, où est finalement le BA? Le BA, il va devenir un orchestrateur d'écosystème.
Il va assurer la coordination stratégique au sein d'un réseau collaboratif efficace. Ce n'est plus seulement un analyste, il va devenir ce qu'on appelle un chef d'orchestre. Avant l'IA, historiquement, le BA faisait quoi? Le BA apportait de la clarté, il réduisait les risques, il assurait la qualité du delivery et il créait de la cohérence en structurant les processus, harmonisant les pratiques, etc., etc. Il avait un rôle essentiel, mais il était centré sur la production manuelle. Donc, il passait beaucoup de temps à écrire, à modéliser, à formaliser. Et puis, l'IA aujourd'hui est arrivée et le rôle du BA va évoluer. Le BA, il va passer du coup du traducteur qu'on avait à un rôle de chef d'orchestre. Slide suivante. Et puis voilà, en prenant ce rôle-là, il a 3 missions clés. Donc, sa première mission, c'est la coordination stratégique. Donc, c'est une coordination entre humains, IA et systèmes dans un écosystème complexe. Il va se poser les bonnes questions. Qui fait quoi? Qui décide de quoi? Comment les workflows vont s'enchaîner? Puis, il a une mission ou un rôle de supervision des productions IA. Il va valider les résultats, il va contrôler la qualité, il va s'assurer de la traçabilité des décisions. Pourquoi? Parce que l'IA va se tromper et elle peut se tromper, elle va sûrement se tromper. Et c'est le BA qui a ce rôle de vérification de résultats. Et puis finalement, il a un rôle de collaboration interdisciplinaire. Pourquoi? Parce que le BA, c'est la personne qui va traduire les besoins entre toutes les entités, que ce soit les gens de la data, du juridique, RH, IT, métier, et j'en passe. Donc, il va organiser des ateliers de co-conception et aligner les objectifs. Et du coup, son rôle va passer de passeur d'informations à un pilier de l'écosystème hybride qui utilise une IA au quotidien. Donc, si on essaie finalement de mettre les deux rôles côte à côte, BA traditionnel versus BA augmenté, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le BA traditionnel était plus centré sur la production. Donc, c'est la rédaction, analyse manuelle, documentation, etc. Alors que le BA augmenté, il est plus centré sur la supervision. Pourquoi? Parce que l'IA va réaliser à sa place, l'IA va analyser, elle va documenter, alors que le BA, son rôle va être de vérifier, d'ajuster, de gouverner. Donc, il faut s'assurer que ce que l'IA produit est fiable et aligné avec la réalité métier. Donc, en gros, si on voit ça d'un autre œil, c'est un shift. Donc, du coup, on passe de rédaction à supervision, d'analyse à orchestration et de documentation à validation. Donc, on ne produit plus l'information, on va la gouverner et c'est le rôle du BA augmenté qui devient plus centré sur la gouvernance. Slide suivante. OK, donc si on parle de BA augmenté, on va se poser des questions, on va se dire quelles sont les compétences à développer pour devenir un BA augmenté. Il y en a plusieurs, mais il y en a 5 qui ressortent et qui sont les plus importantes. La première est le prompt engineering métier. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'il faut savoir parler à l'IA. L'IA existe, on peut lui poser des questions, mais si on ne lui pose pas les bonnes questions et de la bonne façon, elle ne produit pas ce qu'on veut. Donc, il faut savoir parler à l'IA, savoir comment rédiger des prompts. Il faut savoir donner un rôle, un contexte, un objectif, des formats, des contraintes, etc. Et c'est le BA finalement qui est le mieux placé. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui connaît le mieux le métier. On a une deuxième compétence, celle de la gouvernance de données, la qualité de la donnée, la sécurité, conformité, traçabilité, etc. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'au fait, parmi les entreprises qui ont adopté l'IA, il y en a plus de la moitié qui ont déjà subi des conséquences négatives à cause de l'IA, à cause de la donnée finalement. Si on ne donne pas une bonne donnée à l'IA, elle ne produit pas les bons résultats. Donc, un BA augmenté, c'est un BA qui sait gouverner la donnée.
On a la compétence éthique et on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que l'IA, elle génère des biais, elle fait des discriminations, elle est pas bonne avec la transparence, avec l'équité, parce que l'IA apprend de l'humain et elle reproduit nos biais. Donc, le rôle du BA, c'est de les détecter. Il y a la compétence de leadership collaborative, c'est pas nouveau, c'est quelque chose que le BA fait généralement, mais il faut qu'il sache gérer le changement en s'adaptant à un écosystème IA et animer des équipes pluridisciplinaires, étant donné que cette IA ne va pas seulement euh, être dédiée à une seule discipline, mais vraiment à toutes les entités de l'entreprise. Et finalement, on n'en parle pas aussi beaucoup, c'est la pensée critique. Parce que le BA, dans un écosystème IA, c'est un BA qui doit questionner systématiquement. Si l'IA dit quelque chose, il faut toujours vérifier sans se poser de questions. Il ne faut pas dire que le résultat est réel, il faut vraiment le vérifier. Donc, essayons de voir qu'est-ce que le BA fait de nouveau dans cet écosystème IA. On va voir ça en parcourant les trois blocs. Il a le rôle de supervision des outputs IA. Donc, ça rejoint ce qu'on avait dit avant. Donc, il a un rôle de validation des résultats. Il faut vérifier la cohérence métier, il faut documenter les décisions, analyser les écarts, etc. Il faut définir les limites d'automatisation. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est bien d'automatiser, mais est-ce que ça vaut le coup de tout automatiser? Et c'est là où il va falloir que le BA pose la bonne question. Qu'est-ce qu'on automatise et qu'est-ce qu'on garde humain? Et il faut réévaluer régulièrement. Pourquoi? Parce que les technologies évoluent, donc les automatisations évoluent aussi. Et puis, il y a la responsabilité de la collaboration interdisciplinaire. Il va faciliter les échanges, traduire les besoins entre métiers et techniques, techniques et métiers, organiser les ateliers, établir un cadre de gouvernance clé entre toutes ces entités-là. Donc, son rôle devient plus large parce qu'il devient plus stratégique et plus exigeant. On a parlé de théorie, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne concrètement dans la pratique, dans le quotidien d'un BA. Donc, dans l'analyse stratégique, qu'est-ce qui se passe? Le BA, il va devenir un accélérateur stratégique. Pourquoi? Parce qu'il analyse les processus et c'est lui qui dit où l'IA finalement peut améliorer la productivité, qu'est-ce qu'il faut automatiser et quoi recommander. Il élabore les cas d'affaires, il simule les scénarios, il estime les ROI, etc. Donc, le BA, qu'est-ce qu'il va faire finalement dans une analyse stratégique, dans un contexte de l'IA? C'est lui, au fait, qui va guider l'investissement IA de l'entreprise parce que c'est lui qui saura dire quelles sont les parties business qui en ont le plus besoin. Ça change tout dans son quotidien parce que quand il fait de l'élicitation ou la rédaction d'exigences, slide suivante. Donc, dans cette partie du quotidien du BA, beaucoup de choses changent. Donc, tout ce qui se faisait manuellement, ça se fait désormais automatiquement, comme les synthèses automatiques des ateliers. Pourquoi? Parce que c'est l'IA qui va prendre les notes, elle va détecter les contradictions entre les participants, elle va générer des résumés, elle va donner des objectifs, elle va pointer les décisions, les risques. L'IA va faire tout ce qui est génération de draft d'exigence. Le BA va finalement décrire le métier et l'IA va produire le draft fonctionnel. Donc, on a quand même un gain de temps sur le quotidien de BA de 60 à 70% si toutes ces tâches-là sont faites automatiquement. Mais attention,
le rôle du BA va tout de même rester essentiel parce qu'il va falloir quand même, pardon, qu'il vérifie, qu'il complète, qu'il valide. Euh, et si jamais il y a des contraintes techniques, il va falloir qu'il les précise. Donc, finalement, en fait, dans cette étape-là du quotidien du BA, on voit qu'il y aura ou qu'il y a une synergie entre l'homme et l'IA. Et son rôle va évoluer de rédacteur à superviseur. Slide suivante. Et évaluation des solutions. Donc, pour l'évaluation des solutions, l'IA va tout changer parce qu'elle va nous permettre de faire des simulations de scénarios, euh, du monitoring intelligent de KPI en temps réel. Elle va faire de la détection automatique d'anomalies, des prévisions d'écart, des recommandations, des alertes intelligentes. Euh, mais le BA doit quand même avoir le rôle d'interprète dans ce cas-là. C'est lui qui va interpréter ces insights et c'est lui qui va assurer la transparence, l'éthique et l'alignement avec les objectifs business. Donc, ce qui se passe, c'est que l'IA va proposer, mais c'est le BA qui va décider. Donc, il va jouer le rôle d'équilibre entre l'IA et le jugement humain. Ça est suivante. Voilà. Merci Salwa. Quand on regarde ce volet-là, c'est sûr que là, Salwa vient de vous expliquer un petit peu la vision que vous pouvez avoir en termes de complexité, de profondeur ou de changement au travers des activités même d'un analyste d'affaires. Il y a quand même des éléments importants à considérer avec justement toute l'importance qu'il faut. Tout ce qui est le volet de la donnée, d'accord? C'est des éléments sur lesquels on le sait depuis très longtemps que les organisations vont avoir une responsabilité de gestion de leurs données de manière plus efficace, avec une donnée accessible, avec une donnée de qualité et avec une donnée qui est également bien protégée. Donc ça, l'ouverture aux outils d'intelligence artificielle, ce que ça nous amène, c'est à manipuler beaucoup plus de données qu'avant, donc en quantité, et ça nous amène aussi des risques qui doivent être considérés d'un point de vue de la gouvernance, donc aussi bien au niveau de la gestion que de la confidentialité puis de la protection. L'analyse d'affaires dans ce contexte-là n'est pas bien sûr responsable de tous ces éléments-là, mais il a un devoir justement de connaître l'écosystème légal et réglementaire dans lequel il intervient pour venir conseiller ou venir mettre en visibilité certains biais par rapport à l'utilisation de ces données-là. Ça peut être une opportunité aussi pour relever ce défi majeur-là. On a beaucoup parlé avec Salwa tantôt du volet d'inexactitude et de biais qui étaient associés à l'intelligence artificielle. Ça reste une machine avec des algorithmes qui calculent des éléments qui nous ressortent des informations. L'humain, au travers de cet écosystème-là, a la responsabilité justement de venir interpréter ces décisions. Donc, on ne donne pas la clé à l'intelligence artificielle pour venir prendre et assumer toutes les décisions qui sont potentielles. On vient positionner l'humain par rapport à ce risque pour le mitiger comme une barrière de sécurité. Dans le contexte de l'analyse d'affaires, ça devient important par rapport à l'interprétation même des données. Donc, il y a plusieurs contextes au travers duquel l'analyse d'affaires va avoir à interpréter de la donnée pour synthétiser, transformer ça en information qui va être consommable par d'autres parties prenantes. On a aussi cette information qui va être sous la responsabilité de l'analyste d'affaires de véhiculer la bonne information. Donc, au travers des décisions d'interprétation qui vont être prises par les modèles, l'analyste a une responsabilité, une intelligence finalement qui va rester là, qui va venir positionner les bonnes informations à véhiculer.
Le lien humain et la confiance, on voit aujourd'hui que tant qu'on restera gardien finalement de l'information qu'on véhicule, ben, on peut utiliser n'importe quel outil en arrière pour la générer, ça ne devrait pas être un problème. C'est le jour où on perd ce contrôle par rapport à l'information qui est générée, les agents nous amènent une coche plus loin, c'est-à-dire qu'on a vraiment des entités technologiques qui sont capables pas seulement de réfléchir, mais d'exécuter aussi, donc dans la prise de décision. On se doit d'avoir ces véhicules de contrôle de l'humain pour garder ce contrat de confiance. Et là où on voit que dans l'évolution très rapide de cet écosystème, l'analyse d'affaires joue un rôle fondamental. On l'a toujours dit, l'analyse d'affaires est vraiment le lien entre la technologie et le métier. Là, l'analyse d'affaires se positionnerait comme un lien fondamental pour continuer à comprendre ce qui se passe du côté de la technologie. Donc, c'est lui qui fait le lien de confiance directement au travers de l'utilisation de ces outils-là. Puis enfin, tout le volet d'intégration technique, ben, on sait très bien que aujourd'hui, c'est beau sur papier, mais c'est pas forcément quelque chose qui est facile à mettre en œuvre, dépendamment des transformations qui sont à orchestrer. Il y a une dimension d'intégration de ces outils-là. Il y a des projets d'intégration de ces outils-là dont les analyses d'affaires vont avoir à travailler, qui nécessitent des transitions beaucoup plus agiles qu'on l'aurait estimé. Aujourd'hui, entre venir intégrer un nouveau logiciel dans un parc applicatif quelconque ou venir implanter des solutions d'intelligence artificielle, on n'a pas les mêmes feuilles de route parce que le bénéfice n'est pas forcément associé à la taille de la solution d'intelligence artificielle, mais plus dans quelle portion de l'écosystème cette solution-là est implantée. Ça, encore une fois, c'est des réflexions que l'analyse peut amener pour aider les dirigeants d'entreprise à bien positionner les investissements au travers de cette transformation. Bon, on a des défis, mais on a aussi des opportunités. Oui, Camari? Et Salwa, Antoine, magnifique présentation. Merci, vous nous donnez une référence. Question juste rapide comme ça. On sait que les LLM, c'est probabiliste, puis avant, on avait de l'orchestration qui était plus déterministe, hein, depuis de nombreuses années. Moi, j'ai une question fondamentale qui me trotte dans la tête, c'est que l'analyse d'affaires doit poser les bonnes questions. Alors, comment l'analyse d'affaires peut poser les bonnes questions selon toutes ces technologies et selon les contextes? Parce que si on ne pose pas les bonnes questions, ça peut être catastrophique. Donc, je voulais juste vous entendre là-dessus, là. Ouais, je vais me lancer, puis ça doit, tu pourras renchérir. Le pouvoir de la question. On sait très bien que notre métier d'analyse d'affaires est basé essentiellement sur la question du pourquoi. On pose la question du pourquoi en permanence, puis c'est à ça qu'on sert. À un moment donné, le volet d'accélération des réponses qu'on peut avoir, il vient à positionner les questions sous une autre dimension. Puis là où on avait besoin de ce pouvoir de la question pour venir dénicher l'information de base qu'on a besoin afin de positionner des questions plus fondamentales. C'est là où on voit un shift intéressant, c'est-à-dire que l'analyse d'affaires, ces questions vont avoir une importance qui va être beaucoup plus capitale. Et tout le volet d'élicitation des besoins et des exigences au travers duquel on retrouve cette interaction justement avec les parties prenantes au travers des questions. Donc là, on avait vraiment une connexion humaine où on pouvait capter certains éléments. Si jamais l'intelligence artificielle arrive à répondre à ces promesses, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. On est tous des esprits critiques, donc on n'y croit pas forcément à 100%, mais par contre, on avance dans la transition. À ce moment-là, on va venir accélérer des questions fondamentales. Donc, une profondeur de questions qui va être beaucoup plus importante pour les organisations. Et ça va amener à prendre des décisions éclairées beaucoup plus en amont de ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc, le processus de pensée critique et de réflexion restera le même, mais il sera beaucoup plus tôt dans nos étapes.
et il sera beaucoup plus important dans les réponses qu'on ira chercher. Donc ça, c'est un levier d'accélération qu'on va avoir aussi au travers de la méthode, au travers de ces outils, avec vraiment arriver droit au but beaucoup plus rapidement. Question secondaire rapidement, Antoine Salois. Dans cet ordre d'idées, comme tu viens de dire si bien, Antoine, on devient plus stratégique. Donc, est-ce que, typiquement, ça dépend des organisations, mais si on dépend des TI, on est souvent plus un focus solution et non pourquoi. Alors, est-ce que le BA devrait être sous la vice-présidence, sous la haute direction, plus que sur les TI? Ça va dépendre des organisations. OK. Moi, aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir au travers des différents contextes organisationnels dans lesquels j'ai eu la chance d'intervenir, euh, c'est que si on enferme l'analyste dans une portion de solution, ben de toute façon, on ne tirera pas le bénéfice escompté de ce rôle-là de toute façon. On a du personnel, mais c'est plus comme ça que je le positionne. Euh, il y a une émergence un petit peu par rapport à cette transformation qui, elle, est technologique. Je veux dire, le rôle de l'analyse d'affaires doit venir se positionner peut-être naturellement, ou peut-être qu'on va devoir l'influencer dans une zone qui n'est pas aujourd'hui. Je donne un exemple de grande transformation dans lequel on va avoir des projets de transformation qui vont venir livrer certaines portions de solutions d'affaires. On va avoir la présence de cet analyste-là qui va être directement dans les projets. Au-dessus, on va avoir justement des architectes d'affaires qui vont travailler à décrire la vision, à décrire ces éléments-là. On va avoir des conseillers stratégiques qui vont aussi influencer les grandes décisions. On est peut-être en train de dire aussi qu'on va avoir un certain raccourcissement du lien entre l'analyste et les preneurs de décision parce qu'on a une accélération par rapport à cette compréhension même du contexte et des données sous-jacentes en arrière. Donc, autant on va avoir une accélération, Pierre-Marie, sur la bonne question au bon moment, autant on va peut-être directement aller poser cette bonne question à la bonne personne. Et ça, ce serait une plus-value potentielle qu'on verrait aussi au travers de l'usage de ces outils-là, au travers de la transformation de ce rôle. C'est l'impact que les analystes ont, l'analyse d'affaires ont dans les organisations et pas juste dans les projets. Antoine, je vote pour toi. Voilà, merci. 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 Salwa, avais-tu des choses à ajouter? Parfait. Good. Bon, opportunité, on vient d'en parler un petit peu. On vient de parler aussi. Il y a un volet de transformation du rôle qui peut être intéressant. Tiens, tu vois, Pierre-Marie, sans le faire exprès, on a regardé aussi du côté rapidité, productivité aussi. Donc, on vient de l'effleurer un petit peu. Euh, le volet création de nouveaux rôles, ça touche un peu ce qu'on vient de parler, Pierre-Marie, c'est de se dire comment finalement on amène le rôle d'un analyste d'affaires à évoluer dans ce contexte-là, donc, et comment on le transforme pour amener toujours un axe sur la valeur. Salwa vous a parlé beaucoup du volet d'orchestration. Ça, c'est selon moi un des éléments qui reste important, le volet de tout ce qui touche au niveau des prompts et puis de l'optimisation de l'interaction avec l'IA. Mais il y a un volet qui va beaucoup aider les organisations et puis pas forcément sur un volet technologique. Donc, tu parlais de la différence entre TI, affaires, Pierre-Marie tantôt. Euh, c'est pas juste un outil d'intelligence artificielle, c'est de prendre finalement le volet business et de le mettre dans une boîte technologique qui avance très très vite. Donc il y a un volet de contrôle aussi dans les organisations qu'il faut amener par rapport à ce volet de conformité des systèmes, pas juste avec une vision technologique. Donc vraiment avec une vision d'affaires dans laquelle on vient influencer la gouvernance, on vient positionner au travers du rôle de l'analyste des opportunités d'amélioration de tous ces axes-là par rapport à l'utilisation de ces outils-là. Donc là, on va avoir finalement l'analyse d'affaires qui va venir se positionner aussi comme un gardien de la confiance, on en a parlé tantôt, pour éviter d'avoir peur de ces outils-là, mais bien comprendre la plus-value, être capable de l'expliquer et être capable
de franchir toutes ces étapes finalement d'adhésion à ces outils plus facilement. Donc il y a aussi l'analyse qui intègre beaucoup le volet de gestion du changement. Ça fait partie du rôle aussi de l'analyse d'affaires au sens large. Là, dans le contexte de cette transformation, ça devient un prérequis. Si on a des analystes d'affaires qui comprennent très bien la technologie, mais qui ont peut-être plus de difficultés avec l'accompagnement en termes de gestion du changement, ça devient des compétences clés pour favoriser l'adhésion et ne pas être un frein à l'optimisation et aux opportunités qu'en découlent. On vient d'en parler pas mal, la supervision humaine indispensable. Donc ça, je pense que je vais directement passer au travers. Euh, Là, on vous a mis un petit peu un framework qui peut vous aider par rapport justement à tout ce qui est la supervision de l'intelligence artificielle au niveau des agents. Donc, on a Salwa qui nous a parlé beaucoup par rapport à la clarté de l'intention. Donc, l'analyse d'affaires peut très bien, dans son rôle d'orchestrateur, venir déterminer ce que les agents vont avoir à faire. Donc là, on est vraiment dans une mécanique de positionner l'analyse d'affaires en donneur d'ordre, c'est-à-dire que je ne fais pas travailler des agents au hasard, je leur dis quoi faire, je leur dis aussi quel est le résultat attendu, sous quel format, quels sont les contrôles que je veux mettre en place, afin de m'assurer finalement de l'exhaustivité des résultats que je vais obtenir. Tout ça, on a parlé pas mal de gouvernance de données. On a mis aussi la calibration de l'autonomie. C'est un point clé. Puis je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine de mémoire, il y a eu un cas d'utilisation d'agents dans une industrie où il y avait justement des possibilités qui ont été données à l'agent dans un contexte technologique qui était mal maîtrisé et ça a donné des résultats qui ont été catastrophiques. D'accord? Ça vient aussi avec un contrôle qui doit être clair, c'est-à-dire que je te donne accès à une certaine portion de la technologie, je te donne accès à certaines informations, mais surtout, je vais limiter finalement l'interaction avec mon contexte dans lequel j'évolue par rapport à mes besoins réels. Ça se paramètre tout ça. On pense que l'analyse d'affaires a un rôle à jouer dans ce paramétrage parce que c'est lui qui fait le pont entre le métier et la technologie. Donc, qui de mieux adapté pour faire ce paramétrage-là, alors qu'on a vraiment une personne qui est centrale dans les organisations et qui maîtrise du plancher à la stratégie entre le métier et la technologie. Supervision, on en a parlé aussi pas mal. Je pense que cette supervision-là, on sous-estime encore, je veux dire, l'effort que ça va nécessiter, parce qu'on est dans la découverte encore, mais c'est des éléments qui vont être super importants à mettre en place, et c'est des éléments qui vont devoir peut-être avoir une certaine agilité par rapport à cette supervision. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? Est-ce qu'on doit avoir une supervision qui est peut-être un petit peu plus découpée dans le process ou uniquement à la fin par rapport à l'extrait qu'on va obtenir? Il y a plein de choses à regarder, à mettre en place en fonction des contextes. Donc ça va être des éléments qui vont être hyper intéressants à regarder. Puis l'impact, on est dans un contexte d'amélioration continue. Donc on se doit d'avoir justement une agilité de résultats. Donc, on se donne un cadre, on se donne une mécanique, on utilise des outils, on a des résultats et on répète. Donc là, on est dans un cycle d'apprentissage et un cycle de génération de valeur qui s'inscrit très bien dans un processus d'amélioration continue parce qu'à chaque fois, au travers de l'analyse d'affaires, on peut continuer à paramétrer, à être encore plus précis dans l'orchestration pour obtenir des résultats qui sont de plus en plus pertinents. Donc en conclusion, aujourd'hui, on a justement un schéma qui se propage. Donc ce qu'on voit devant nous. Donc on est dans une adoption finalement de cette technologie-là. On a le rôle de l'analyste d'affaires qui, lui, reste vraiment central. Donc l'analyste n'est pas juste là pour faciliter des transformations au sein des clients, mais là, on a vraiment
un rôle d'adoption aussi par rapport à la technologie. Donc, à nous de bien positionner notre expertise, nos compétences et nos actions pour que les organisations profitent au maximum de cette plus-value amenée par l'outil, tout en étant bien certain d'adresser les défis et les opportunités qui s'exposent devant nous, et aussi de venir considérer en fonction du contexte comment on doit positionner ces éléments-là. On a rappelé aussi l'analyste d'affaires comme un orchestrateur. Donc, au travers de la création du rôle d'analyste d'affaires, on a mis en évidence pourquoi ce rôle était essentiel dans les organisations. Là, on a encore l'opportunité de venir démontrer l'importance de ce rôle, parce qu'on sait très bien que si on n'a pas d'analyse d'affaires, on risque d'avoir une perte de confiance ou une perte de communication entre notre métier et nos technologies. Donc, on pourrait avoir finalement des éléments comme des silos ou des décisions qui sont éclairées, mais d'un seul côté. Ça, c'est des éléments qui pourraient aussi venir enlever un peu de plus-value à cette adoption. Je termine là-dessus sur cette page qui amène quelque chose d'intéressant. Donc, on se donne vraiment une vision. Puis pourquoi je dis une vision? Le mot est important, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que n'importe quelle personne est capable de venir transformer le rôle, le métier d'analyse d'affaires en fonction du contexte dans lequel il évolue. Mais à nous de nous donner une vision cohérente de vers où on veut s'en aller aussi. Donc là, on a positionné des éléments qui sont importants à considérer. Le fait que l'humain reste au centre de tous ces éléments-là, puis l'analyse d'affaires est le porteur de ce volet humain dans cette transformation. Ça, c'est un élément important. Le volet de chef d'orchestre, dépendamment des contextes, le volet d'imputabilité de l'analyse d'affaires était plus ou moins présent. Là, je pense qu'on va avoir un rôle qui va être vraiment positionné, non pas sur fournir des extrants, mais plus sur accompagner le changement. Ça va le positionner aussi dans une collaboration vraiment améliorée. Un avantage compétitif, ben ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'on a au travers des dernières années, ou même des 15 dernières années. On a pu voir justement des contextes de transformation dans le rôle. Là, on a aussi cet élément qui vient positionner le rôle de l'analyse d'affaires comme étant un acteur clé des transformations. C'est une opportunité justement d'amener le rôle de l'analyste comme une plus-value, de le démontrer encore au travers des transformations qu'on voit. Ça fait le tour pour moi. Antoine, on va devenir des Borg. C'est ça qui va arriver. Excuse-moi, ça a coupé. On va devenir des Borg, comme dans Star Trek. Ah, Ça va arriver. Ouais, ça vient tout ouais. droit de la science-fiction. C'est ça qui est extraordinaire au final, hein, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, puis l'accélération, en tout cas, je ne sais pas, les gens autour de la table, à quel point vous voyez cette accélération, parce que c'est pas le tout d'en parler, d'accord? On est tous conscients, on a tous une certaine compréhension de ce que l'intelligence artificielle, au travers des différentes versions et déclinaisons, peut faire, mais c'est différent de le voir. Je vais juste vous donner un exemple. On travaillait avec un client récemment qui avait un problème technologique que vous avez dû voir maintes et maintes fois, un vieux système legacy qui était géré par une personne qui était là depuis 30 ans, puis zéro documentation. Donc une fois que cette personne-là est partie, puis qu'on a voulu optimiser ou transformer ce contexte technologique, ben, on se retrouvait avec une technologie, puis personne qui la comprend. Donc ça c'est des éléments. Avant l'intelligence artificielle, on aurait finalement, on aurait eu un mandat, on aurait eu un analyse d'affaires qui serait intervenu, qui aurait été parlé
au côté fonctionnel, à la technologie, pour essayer d'extirper un petit peu les règles d'affaires qui étaient codées dans la technologie. On aurait eu ce même analyste qui aurait été voir dans les opérations pour comprendre un petit peu comment c'était utilisé, qui aurait fait des processus, etc. Aujourd'hui, ça, on peut le faire en un claquement de doigts. Puis c'est vraiment une réalité qui s'opère. Chez ce client, ce qu'on a fait, c'est que au travers d'un agent, exactement comme ce qu'on vient de vous parler là, on a déployé une solution dans ce contexte technologique-là qu'en une journée, ok, on a été capable d'analyser des centaines de documents existants. On a été capable d'analyser l'entièreté du code de l'application, qui était bien sûr dans un langage qui était pas tout jeune non plus. Et on a été capable de sortir l'entièreté des règles d'affaires. Donc là, le rôle de l'analyse d'affaires prend tout son sens. Devenir justement, au lieu de perdre tout ce temps-là à étudier, à comprendre les règles d'affaires, c'est d'arriver directement à dire, voici vos règles. Vous les connaissiez peut-être pas, mais voici comment votre système fonctionne. Voici les décisions qui étaient prises à l'heure actuelle. Voici ce que vous avez à transformer, à optimiser. Ça, c'est de la transformation qui est réelle et concrète. Donc, au-delà de la théorie, puis au-delà de ce qu'on peut apprendre dans les formations, il y a un impact réel et cet impact, il s'accélère. De plus en plus, il y a les entreprises qui sont à la recherche de ces optimisations-là. L'analyse d'affaires doit vraiment se positionner au centre de ces transformations pour être capable de continuer d'apporter de la valeur dans un contexte où ça va très vite. Et je veux souligner quelque chose, Antoine, en me basant sur ce que tu as dit, c'est que oui, l'IA, elle est là, elle est performante, ça ressemble à de la science-fiction, c'est le présent. Mais ce qui est encore en développement et ce qui peine encore, c'est vraiment cet aspect de la gouvernance et de la supervision humaine. Et c'est précisément pourquoi le rôle du BA est devenu critique aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi le BA doit vraiment se positionner aujourd'hui parce que c'est ce qui manque à cette IA pour que le tout fonctionne en synergie. Tout à fait. Je crois qu'il y a une main levée, Mathieu. Oui, euh, bonjour à tous. Pardonnez-moi l'accoutrement de rénovation, là, je suis dans les travaux. Euh, j'ai une question pour Antoine sur ce que tu viens d'expliquer. Comment tu t'y prends? C'est quoi ta méthode quand tu arrives dans un dossier comme ça, comme tu expliquais là, bon, il y avait une personne, il y avait énormément de documentation, il y avait ci, il y avait ça. Est-ce qu'il y a un peu d'improvisation en termes d'outils utilisés, de méthodes? Est-ce que vous allez vous adapter en fonction du contexte ou est-ce que vous avez plutôt maintenant toujours la même méthode? Je veux dire, ça va tellement vite. Moi, Ouais, je non, je me. comprends que tu veux en aller péter. D'un point de vue GFT, on a tout un panel d'offres de services associés à l'intelligence artificielle, dépendamment de quoi on parle, quoi que ce soit. Quand on arrive en clientèle, c'est sûr qu'on doit s'assurer d'avoir une contextualisation de l'intervention. Donc, il y a différents outils. Puis tu vois, il y a quelques années de ça, on aurait pu avoir l'intention de se développer un outil d'intelligence artificielle, tu sais, je veux dire, dans lequel on est propriétaire, puis c'est cet outil-là qui est le meilleur du marché, donc faites-nous confiance, puis on va tout s'occuper. Ça avance tellement vite aujourd'hui que il faut se positionner non pas comme étant meilleur que tout le monde, parce qu'il ne faut pas réinventer la roue. Il y a des solutions aujourd'hui qui sortent, qui sont d'une puissance phénoménale, et que du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec quelque chose que tu as bâti qui est complètement désuet. Mhm. OK, L'approche qu'on donc. prend, c'est vraiment de se dire, on va utiliser le bon outil au bon moment. Donc, ce mois-ci, je peux utiliser un outil pour faire de quoi? Puis le mois prochain, s'il y a eu quelque chose qui est sorti sur le marché, je vais l'utiliser si c'est beaucoup mieux que ce que je faisais avant. Toujours dans Mhm. un contexte maîtrisé, bien sûr, d'écosystème, mais on a cette vision d'être constamment à l'affût de ce qui se fait de mieux dans le marché pour pas avoir des solutions. En fait, on est vraiment concentré sur la valeur, mais la valeur la plus profonde possible. Donc, si moi Mhm. j'ai développé de quoi, mais qu'il y a quelqu'un qui a développé de quoi dans le monde, puis qui est beaucoup plus efficace que ce que moi j'ai déjà fait,
faut s'adapter. Let's go. Ouais. Si je Merci. reprends ça de façon un peu plus penchée IA, le plus important en IA, c'est pas l'IA en soi, c'est le problème. Donc, il faut vraiment faire les bons diagnostics et identifier les processus répétitifs, tout ce qui est chronographe et à faible risque. Et c'est là, en fait, où on va apporter le plus de valeur rapidement. Et c'est ce qui compte pour les entreprises, finalement. Il faut leur donner de la valeur. Donc, il faut commencer petit, puis itérer. Donc, on continue à itérer. Et c'est après, au fait, en continuant ces itérations, qu'on a finalement un système complet. Et c'est pas vraiment l'outillage qu'on choisit ou la solution qu'on choisit qui est le plus important dans ce contexte. C'est vraiment le modèle à appliquer. Et ça peut se différencier d'une IA à une autre. Dès qu'on a diagnostiqué et qu'on a posé le bon modèle, d'une IA à une autre, ça, c'est pas important. Après, ce sont des décisions qui se font d'un point de vue exécutif et qui ont plus de la valeur commerciale qu'autre chose. Il y a un volet, Mathieu, qui est important à considérer aussi, puis c'est là où l'analyse d'affaires a toute sa valeur ajoutée. C'est que là, on parle d'outils. Tu vois, toi et moi, on se pose des questions sur quel est le bon outil à utiliser. Mais on devrait plutôt parler de gouvernance de données, de sécurisation d'accès à ces données, puis des décisions qui vont être prises finalement au travers de l'exécution. Donc, comme le dit sa loi, l'outil, là, c'est optionnel. Demain matin, il y aura un outil qui fera mieux que ce qu'on a aujourd'hui. C'est sûr, tout le monde travaille à ce que les outils soient encore plus performants, plus efficients, puis que ça apporte encore plus de valeur. Par contre, dans notre rôle d'analyse d'affaires, si on se positionne déjà à mettre un cadre très strict et très clair sur, attends une minute, là, les données que je vais te partager pour que tu puisses faire ton travail d'agent, t'en fais quoi? Tu les gardes-tu au Canada ou tu les envoies aux États-Unis? Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu les exploites après pour entraîner tes modèles? Est-ce que tu vas les utiliser pour générer des revenus supplémentaires parce que tu as un modèle d'affaires qui fait en sorte que tu vas capitaliser sur toutes ces questions-là? C'est des questions où quand tu es rendu à utiliser la technologie, il faut te les avoir posées avant. Donc, nous, on arrive avec un modèle d'intégration où toutes ces questions-là, ben, on les amène avec notre bagage d'intervention pour faciliter la décision du client chez qui on intervient et lui amener un bagage aussi de confiance. On en parlait tantôt, là. Ça vient avec la confiance. Donc, quand on est rendu à utiliser un outil, c'est qu'on a confiance soit dans l'humain qui le manipule, soit dans la technologie en tant que telle. Et puis, il y a aussi, avant de parler de tout ce qui est outils, il faut prendre, ce que, comme disait Antoine, tu as toute cette partie data et comment l'exploiter, mais tu as aussi toute la partie légale qu'il faut prendre en considération. Pourquoi? Bah, parce que euh, il y a des règles strictes dans tout ce qui a attrait à l'IA, tout ce qui a attrait à la donnée, et il faut expliquer ses décisions quand tu choisis un outil. Donc, avant de choisir l'outil en soi, il faut vraiment faire table rase, analyser, enfin, trouver le bon problème et puis voir tout ce qui l'entoure. Donc, tout ce qui a trait à la data, à la sécurité, à tout le volet légal, avant de choisir cet outil. Ouais. J'ai l'impression qu'on est tous dans le même bateau un peu. On rencontre on rencontre un peu tous les mêmes situations, terrain, mais merci de ramener à l'essentiel. Le problème, la puissance de la question. Il y a un Euh, il y a un volet d'essai aussi, là. T'es, Chez GFT, là, j'ai l'occasion aussi d'accompagner pas mal de monde dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Le message, il est important de dire, oui, on va se poser beaucoup de questions, mais l'essai-erreur, là, c'est la chose qui va t'amener aussi à passer à l'étape d'après. Donc, même dans des grandes organisations, on va amener aussi ce concept-là. Donc, on se donne une zone, je veux dire qu'on va venir structurer. Donc, un échantillon de données, un échantillon du parc applicatif, des environnements qui sont bien structurés pour venir essayer les choses. Et au travers de l'utilisation, ça va générer aussi d'autres questions.
Donc, on ne pourra pas tout penser en amont parce qu'on n'a pas le temps de mettre en place 100% de la gouvernance avec une vision très claire de qui va faire quoi au travers de ce processus-là. Par contre, à travers chaque expérimentation qu'on a avec l'intelligence artificielle, ça génère justement, c'était ça que je parlais tantôt du cycle agile d'amélioration continue. C'est comme ça qu'on va la bâtir, la gouvernance de demain, la clarification des rôles et responsabilités de demain, c'est au travers de l'expérimentation. Pierre-Marie? Oui, désolé, une autre question qui me brûle les lèvres. Vous avez parlé à plusieurs reprises de interopérabilité. Pouvez-vous élaborer là-dessus, s'il vous plaît? Ben, dans le contexte des solutions technologiques au niveau de l'intelligence artificielle, dépendamment de quel domaine d'affaires on va parler, on a des contextes technologiques qui font en sorte que les applications doivent se parler les uns les autres. On a des contextes technologiques dans lesquels on a des systèmes qui sont un petit peu plus en silo que d'autres. Le problème avec l'intelligence artificielle, ou le défi, ou l'opportunité, dépendamment comment on le regarde, c'est que ça crée tout de suite un écosystème dans lequel tout le monde se parle. Et ça, d'un point de vue infrastructure technologique, ben, c'est un grand défi. Parce que ça veut dire qu'on met finalement en porte-à-faux le contexte technologique où on avait créé certains silos qu'on était capable d'opérer à une couche complètement transparente qui va se parler. Aussi bien au niveau des décisions, aussi bien au niveau de la maintenance, aussi bien au niveau de l'évolution. Toute cette couche-là qu'on résume en un mot, l'interopérabilité, ça amène des grands défis pour les organisations. Là aussi, on peut jouer un rôle. Là aussi, on peut venir. Mathieu, tantôt, tu posais la question de comment on appelle. L'analyse d'affaires est un des rôles les plus intéressants pour venir séquencer les interventions. Récemment, chez GFT, on a fait une démonstration un petit peu dans le contexte de l'assurance, d'accord? Au niveau de l'assurance des particuliers, par exemple, on est venu démontrer dans quelle étape de la chaîne de valeur ou des processus l'intelligence artificielle, peu importe sa forme, avait un retour sur investissement ou un bénéfice attendu qui était le plus élevé. Ça, c'est le travail aussi où l'analyse peut venir orchestrer l'exécution en tant que telle et venir parler plus de valeur, d'accord? Donc, tout ce qui touche à la valeur est extrêmement important, mais au travers de la valeur, il y a le retour sur investissement aussi. Je réponds-tu à ta question, Pierre-Marie? Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à lever vos mains ou tout simplement d'écrire vos questions dans le flyer. Moi, Salwa, je vais devoir vous laisser. J'ai un hard stop parce que j'ai un autre meeting à prendre. Ça De me toute fait façon, vraiment je pense. plaisir Ok. d'être parmi vous. D'accord? Si vous avez d'autres questions, Salwa est encore là. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Puis, j'imagine que vous aurez accès à la vidéo ou à la Oui, présentation. Donc, exactement. si vous avez besoin si vous avez envie de jaser par après ou quoi que ce soit, écoutez, Pierre-Marie sait où me trouver. Donc, il n'y a pas de problème. Merci. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Antoine. Bonne journée à Merci vous. à... Bonne journée. Merci à Salwa aussi. Merci à nos conférenciers. Merci à vous d'avoir participé à notre Merci. conférence. Euh, Nous espérons que vous l'avez apprécié en tant que nous. Voilà, donc je pense qu'on va clôturer, mais avant de le faire, nous aimerions connaître votre avis à travers un sondage qui vous sera envoyé sur vos courriels afin de continuer à améliorer nos événements. Donc voilà, restez connectés à nos réseaux sociaux d'IBA pour être informés de nos événements et nos nouveautés. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, merci. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Bonne journée.